Bernard. Bonjour. Donc il y a peu, tu as publié ce livre, La division politique. Je dis juste quelques mots en 30 secondes avant de poser une première question, si ça te va. Moi, je l'ai lu un peu comme une sorte de... Le mot qui m'est venu, c'est un bilan d'étape. Tu vois, c'est un peu... voici un constat sur notre situation politique. Voici ce que pourrait être, face à ça, une politique révolutionnaire. Et voilà, je propose cette possibilité. Et le fond de cette possibilité, c'est de chercher à relier la diversité des luttes et des types de subjectivation politique, disons. Et face à ce but du lien, tu poses une question, c'est comment faire pour ne pas en attendre trop peu. Et donc, tu invites à ce qu'on cesse de croire que le multiple est toujours le bien et l'unité toujours le mal. Et donc, tu cherches à arriver à quelque chose qui ne soit ni une totalité étouffante, ni une dispersion épuisante. Tu vas expliquer plus ça, je ne fais que l'introduire là. Et voilà, donc, la recherche, c'est un foyer d'inséparation, pour reprendre un autre terme que tu utilises, entre les différentes luttes révolutionnaires, qui sauraient préserver les différences de chaque lutte, mais qui les unirait quand même. Et donc, autrement dit, c'est quelle est la condition la plus commune pour les luttes, disons, qu'on puisse envisager, quoi. Donc peut-être la première question par laquelle je voulais commencer, peut-être j'ai l'impression que le livre commence par ça aussi, c'est que vient faire la philosophie là-dedans, on va dire un peu. Donc en fait, au fond, ce serait le problème de la théorie et de la pratique, quoi. Comment tu envisages le rapport, qu'est-ce que peut apporter un travail de théorisation à ces luttes-là. Et en fait, en réalité, il faudrait compliquer la question parce que tu dis à un moment dans le livre que le problème de la théorie et de la pratique se pose à la fois dans le domaine de la politique et dans le domaine de la philosophie. C'est-à-dire que voilà, c'est une distinction qui intervient dans les deux domaines. Et donc en réalité, il faut articuler les 4 termes, quoi. Théorie, pratique, politique et philosophie. Bon, merci déjà pour l'invitation et pour cette question et la lecture que tu proposes. Bilan d'étape, oui, certainement, au sens où, effectivement, il y a ce diagnostic, d'où est parti le séminaire, parce que donc, le livre est issu du séminaire qu'on fait à La Parole Errante depuis 2016, de se dire qu'en fait, on ne va pas répondre aux problèmes politiques qui sont les nôtres, aux situations politiques dans lesquels nous sommes immergés, une espèce de tunnel qui se referme de plus en plus, qui est quand même... Bon, on va certainement revenir aussi à la description de ce tunnel, quoi. Et que par rapport à ça, l'ontologie pluraliste ou la solution pluraliste, est une solution un peu... qui ne convient plus, quoi, qui ne convient plus. Et en même temps, il ne s'agit pas de retrouver les vieilles solutions, les anciennes solutions un peu totalisantes, etc., comme... Donc il y a ce geste de ne plus de pas rester dans le pluralisme et de trouver, de réhabiliter un petit peu la question de la recherche d'une unité. Alors sur philosophie et politique, pourquoi ce lien? Effectivement, tu as raison de préciser que c'est pas la philosophie, c'est pas la théorie, la politique, la pratique. De toute façon, ça s'est jamais agencé de cette façon-là, je pense. En tout cas, c'est pas du tout la construction proposée. La philosophie, ça serait... déjà, l'idée, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose et que ce quelque chose peut être indiqué à travers l'espace dans lequel s'articulent philosophie et politique. Donc, philosophie et politique qui marcheraient ensemble, ça me semble être décisif aujourd'hui. Et c'est un élément qui me semble manquer. Ce qui manque plus généralement, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler un espace révolutionnaire, un espace ou un camp révolutionnaire qui a une consistance comparable à ce que pouvait être le camp révolutionnaire tel qu'il existait jusqu'à la fin des années 70, sans être nostalgique de la forme qu'il avait, quoi. Bon. Et que voilà, ce qui manque, c'est cet espace révolutionnaire. Et pour
le réagencer, lui redonner consistance. Il me semble que cette articulation philosophie-politique, elle est importante. Et dans le livre, ce qui est proposé, c'est une certaine définition de la philosophie comme une sorte de mise en œuvre particulière, c'est-à-dire mise en œuvre particulière de ce qu'elle décrit, au sens où la philosophie, moi je garde de Hegel par exemple, ou de Rancière, parce que Rancière lui-même parle souvent du fait que dans sa démarche, la méthode n'est pas extérieure à l'objet, et d'une certaine manière il dit lui-même c'est un héritage hegelien, au sens où Hegel, ce qu'il rejette, c'est la pensée d'entendement, enfin ce qu'il rejette, en tout cas ce qu'il dépasse, c'est la pensée d'entendement dans laquelle la pensée reste extérieure à l'objet qu'elle décrit. Donc la philosophie telle qu'il me semble intéressant de la pratiquer, parce que philosophie ça veut rien dire, il faut en construire un concept si on veut que ça dise quelque chose. Donc c'est cette philosophie qu'on peut dire spéculative qui est la mise en œuvre de ce qu'elle décrit. En l'occurrence, la question étant celle de la subjectivation politique, la philosophie est on va dire l'amorce de la mise en œuvre d'une subjectivation politique, c'est-à-dire elle travaille à construire les éléments qui vont permettre de se constituer en sujet politique. Et en même temps amorce au sens où la philosophie comme espace de pensée est seulement un espace de pensée et ne peut pas se substituer à l'effectivité politique, l'effectivité existentielle, situationnelle de la politique. La politique étant entendue là comme l'ensemble des luttes politiques qui peuvent exister. Ce que Rancière, donc, pour revenir à lui encore, appelle, c'est un des auteurs importants dans le livre, appelle les scènes de la politique, des gilets jaunes, le mouvement contre la loi travail par exemple, et que donc c'est dans ces effectivités qui engagent l'existence collective, disons, que se joue la politique. Et donc c'est le projet du livre, c'est de reclarifier aujourd'hui cette articulation philosophie-politique au moment où il s'agit alors dépasser, on va utiliser le vocabulaire hegelien, de dépasser la solution pluraliste. Voilà, on peut dire ça. Je vais reposer exactement la même question, mais pas du tout dans les mêmes termes et pas du tout avec le même contexte de question. C'est le fait que ton livre, il s'inscrit quand même dans une problématisation que tu dis toi-même être marxiste à la base, tout en rejetant tout ce qui est devenu périmé du marxisme. D'une part, tu dis il faut concevoir la politique, s'il faut la concevoir d'une certaine manière, à partir des exigences du présent, comme le faisait Marx. Et d'autre part, tu dis il y a eu une déconstruction du marxisme, mais on a perdu quelque chose, on a gagné quelque chose. Et tu dis on a perdu une perspective d'ensemble, et on a gagné la possibilité de penser la politique sans qu'elle soit soumise en quelque sorte à la nécessité de détermination objective de la réalité extérieure, et donc ce que tu viens de dire sur la subjectivation, sur la subjectivité. Aujourd'hui, il y a un contexte assez fort de tension entre philosophie et politique, comme on vient de le poser, et pas plus tard qu'il y a 2 jours, puisque c'était mercredi, il y avait une conférence de Philippe Descola qui ouvrait le colloque sur Bruno Latour. Enfin, en hommage à Bruno Latour, l'art d'assembler. Et c'est très intéressant parce qu'il fait une conférence politique, enfin, dans la perspective politique. Et il dit, il reprend la critique qu'a fait Malm, donc un léniniste, écologiste, etc., que fait Malm de Bruno Latour. Et Malm dit, il y a trop de Latour, pas assez de Lénine. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire Malm quand il dit ça? Que veut dire Descola quand il critique cette position-là? C'est une sorte de tension entre philosophie et politique, entre stratégie révolutionnaire qui pourrait être cynique et hégémoniser et hiérarchiser toutes les luttes vers une seule perspective doctrinale, ou bien l'autre position, celle plutôt revendiquée par Descola ou Latour, etc., c'est de transformer par la philosophie et l'anthropologie nos rapports au langage, notre rapport ontologique au monde, et hégémoniser lentement abolir l'hégémonie de l'ontologie naturaliste qui a accompagné le capitalisme. Donc en fait, on a une espèce de contexte
d'opposition, là, on est dans ce nœud entre soit on a une stratégie léniniste qui doit revenir, Malm, soit on a l'idée qu'il faut d'abord déshégémoniser une certaine manière de faire des subjectivités, l'ontologie naturaliste, en ouvrant à la pluralité d'autres formes subjectives et puis d'autres formes politiques. Et toi, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que si on part de cette idée, t'essayes de justement lier les deux, d'articuler les deux. Et du coup, cette articulation, elle se passe, elle apparaît à travers plusieurs concepts. Et j'aimerais bien que tu nous décrives le concept qui permet de lier les deux. D'abord, l'idée de globalité, et quel est le statut de notre condition politique globale, et comment elle s'articule aux actions locales. C'est-à-dire, comment tu bats en brèche l'idée qu'il y aurait une opposition entre global et local, et que la politique, ce serait juste du local, diverses scènes, séparées les unes des autres, qui, dans leur autonomie politique, agissent et se battent. Bref, comment tu détermines le concept de global pour qu'il puisse être liant vis-à-vis de luttes qui elles-mêmes sont locales? Et si tu peux nous donner des exemples, par exemple, comment se lient les Gilets jaunes avec une lutte, par exemple, contre la Montagne d'Or en Guyane, ou des choses comme ça, par exemple. T'avais 2 questions. Oui. Non. Bon, oui. Déjà, il y a pas mal de choses à dire là. En fait, ça c'est un très bon exemple, Malm, Latour, comme 2 impasses, impasses nettes, vers lesquelles il ne faut pas aller. Mais effectivement, ce sont des impasses qui indiquent quelque chose, surtout en vis-à-vis l'une de l'autre, quoi, parce que effectivement, dans Latour, dans la démarche, qui est un petit peu évoquée là, il y a une sorte de croyance que, d'une façon générale, hors Latour, il y a la croyance que, en décrivant d'autres formes de pensée, en construisant d'autres catégories ontologiques, métaphysiques, etc., ou en décrivant d'autres formes de vie sous l'anthropologie, on travaille vraiment à subvertir la politique identifiée, la politique, disons, dominante, celle qu'on va appeler, pour moi, celle des militants de l'économie et de leurs alliés fascistes, on va le dire comme ça. On va déconstruire cette politique-là, on va la priver de ses sous-bassements, et puis on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est censé être un travail de subversion, comme ça, dont on ne sait pas, en fait, dont on ne pense jamais l'opérativité et dont on ne pense jamais les limites de cette opérativité, quoi. Tu dis qu'au mieux, ça peut avoir un effet sur les subjectivités. Oui, c'est pas que ce soit pas riche, c'est pas que ce soit pas suggestif, etc. Tout un tas de travaux inspirés, même dans l'inspiration heideggerienne, etc., de déconstruction des catégories de la métaphysique. Mais c'est effectivement quelque chose qui ne mesure pas son opérativité, donc qui se présente comme politique à l'endroit où il n'y a aucune effectivité politique. Surtout dans la conférence de Scola, à un moment donné, il dit qu'est-ce qu'il faudrait faire ? 1, arrêter d'utiliser le mot nature. 2, entretenir les réflexes qu'on a qu'on donne un coup de pied dans la table et qu'on parle à la table, et du coup on se sent un peu plus animiste, on prête de l'intentionnalité, donc on utilise moins les choses comme des choses et des moyens pour des fins, etc. Et 3, lentement institutionnaliser ces réflexes-là sous une forme juridico-politique. Et donc, du coup, c'est une logique constituante à partir d'une réforme ontologique de notre rapport au monde. Voilà. C'est cette espèce de... Oui, tu as raison. C'est peut-être plus... En un sens, je pense, Descola, il est plus... Il cherche des traductions par les biais effectivement juridiques, etc., que cherche peut-être moins Latour, à l'époque où Latour nous disait économie, qu'est-ce que c'est l'économie ? C'est des façons de penser. Donc si on change ces façons de penser, ça va disparaître, en fait, une espèce de mauvais rêve qui va disparaître, quoi. Ça c'est le côté impasse parce qu'on se raconte des choses sur l'effet politique d'une recherche qui sont fausses, quoi. Et l'autre côté, effectivement, c'est celui de la solution, une phase
finalement, la seule solution, ce serait la prise du pouvoir d'État, l'ancienne, etc. Et cette solution, en général, est appuyée sur une analyse des déterminations objectives. Vous voyez bien qu'on ne peut pas changer, si ce n'est par le haut, les problèmes qui sont les nôtres, etc. etc. Bon. Donc, par rapport à ces solutions-là, l'idée, donc, tu disais cette question du global. Effectivement, le livre est divisé en 3 sur un modèle très hegelien, c'est presque sujet-objet, sujet-objet, c'est presque ça, quoi. Mais c'est donc, en tout cas, globalité. Donc la deuxième partie, c'est la question de l'objet au fond, mais de l'objet qui n'est pas objet de connaissance, quoi. L'objet qui est plutôt le contexte dans lequel va s'inscrire l'action. Et entre objet et sujet, si on veut, puisqu'il y a tout... En fait, ce qu'on peut reprocher beaucoup à ce livre et ce qui va lui être reproché, c'est d'être subjectiviste. On part de la subjectivité, on part de la manière... Donc, on a commencé comme ça, de toute façon, là. On part d'une manière de comment se construit la subjectivité politique, etc., etc. Donc, un peu hors sol, quoi. Et puis, donc, dans la deuxième partie, il s'agit un peu de dire, mais en fait, dans quel sol, quoi, ça s'inscrit, ce processus de subjectivation politique. Et donc, là, je reprends, en fait, un concept d'un ami qui s'appelle Oliver Felsam, qui a écrit Anatomy of Failure, un livre dans lequel, il développe ce concept de contexte. Alors, peut-être je l'interprète à ma manière, hein, mais en tout cas, c'est de lui que je reprends l'idée que, il y a que finalement les luttes existantes dans leur multiplicité, là j'en suis pas à globalité tout de suite, d'abord les luttes dans leur multiplicité, multiples formes, font apparaître des contextes en tant que ce sont pas un ensemble de déterminismes objectifs, mais bien des initiatives portées comme telles par des sujets politiques dont il s'agit de mettre en question ce qu'ils imposent, quoi, leurs intérêts à imposer ça, etc. Par exemple, une lutte féministe met en question la manière ordinaire d'envisager et de reconduire les rapports hommes-femmes, etc. Une lutte de sans-papiers met en question et fait apparaître pour lui-même le contexte de la gestion des migrants, quoi. Bon, on peut envisager donc la description des luttes politiques comme à partir de ce rapport entre une intervention subjective au sens où un ensemble de personnes qui intervient pour défendre une idée de ce que ça peut être, par exemple les rapports hommes-femmes, ou des choses très différentes, ou dans les mouvements antiracistes, dans différentes choses, différentes expériences, disons. Qu'est-ce que ça peut être ? Et en disant ça, ils font apparaître le contexte pour lui-même, parce que le contexte en tant que tel disparaît, il apparaît seulement dans la lutte, quoi. Et l'idée, donc, c'est de dire, il n'y a pas seulement des contextes donc disparates et multiples, ça ce serait finalement s'en tenir à la solution pluraliste, et même si le concept de contexte au départ est peut-être un peu construit sous cet angle-là, c'est-à-dire pour insister sur la spécificité des inscriptions politiques, quoi. Par exemple, la lutte des Gilets jaunes, elle est dans un contexte particulier en quelque sorte, mais en même temps, ce que tu veux nous dire, c'est qu'il y a un contexte global, et là, il y a une espèce de texture pour toutes les luttes qui est la même tout en n'étant jamais la même, enfin, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que alors les gilets jaunes, ça il faudrait peut-être en parler longuement, mais peut-être que ce sera intéressant, simplement pour en fait, toute lutte, d'une certaine façon, est aussi toute lutte conséquente est aussi une mise en question du contexte global. Si on entend par contexte global, donc pas le contexte qui justement englobe ou totalise les autres, mais le contexte qui a des effets dans tous les autres contextes. Et ce contexte, comment on le pense ? On le pense pas comme un infrastructure, un ensemble de déterminismes objectifs qui produisent, on ne sait pas trop comment, parce qu'il y a une espèce de magie dans le marxisme orthodoxe, quoi, produit l'idéologie ou je ne sais quoi. On l'envisage comme une logique portée par ses militants, une logique politique qui a ses militants et qui est portée par
par ses militants, quoi. Donc c'est comme ça. Une logique, c'est des idées ou c'est une manière de faire? Ah non, le logique, c'est vrai. Logique, c'est pas pour réduire à l'idée. Une logique, c'est pour dire qu'il y a une cohérence dans l'ensemble des initiatives qui font exister le contexte global, celui de l'économie, on va dire, celui de l'économie monde. Ce contexte global de l'économie monde, ou que Jason Moore va appeler écologie monde, ce contexte global, il suit une certaine logique au sens où il est parfaitement cohérent. On va revenir sans doute sur comment il y a des divisions internes. Ouais. Je veux dire de ce qu'on va appeler les militants, pour les militants de l'économie ou la classe des capitalistes, comme le dit Tronti, pour le dire de façon un peu plus à l'ancienne, mais en même temps tout à fait qui me paraît correct. Hein. Il y a des divisions internes, mais ça n'empêche pas une cohérence. Une cohérence nette entre, si on veut, Trump et Macron. Bon, voilà, il y a une cohérence, quoi. Et par rapport au marxisme, j'avais une autre question qui prend un peu la suite de la tienne. Je pense un autre écart, peut-être, avec le marxisme, même si tu en gardes certaines choses, c'est, disons que... Enfin, tu défends une sorte d'approche prospective, qu'on pourrait dire peut-être prospective. Enfin, on connaît la formule de Marx qui dit voilà, on n'écrit pas pour alimenter les marmites de l'avenir ou quelque chose comme ça. On peut pas, voilà, c'est à la lutte elle-même de dire ce qui, de définir impossible. Mais toi, tu dis que quand même les luttes ont besoin d'écrits, voilà, qui font quelque chose comme une prophétie. Tu parles, je crois, à un moment d'une prophétie révolutionnaire. On a besoin d'une telle prophétie, même si on sait bien qu'à la fin, ça n'y ressemblera pas exactement. On sait que ça se suffit pas. Enfin, évidemment, la prophétie théorique ne se suffit pas à elle-même. Et peut-être j'ajouterais juste un point sur lequel je voulais aussi t'interroger. C'est tu dis, cette prophétie, elle ne peut être formulée que depuis un parti pris. Et là, tu cites Tronti, tu dis comprends vraiment celui ou celle qui est vraiment. Ouais. H-A-I-T, ouais. Ouais. Et donc, voilà, en fait, tu fais une réflexion aussi sur la vérité, le vrai, et le parti pris. On ne peut atteindre une forme de vérité qu'à partiel, qu'à s'engager radicalement. Ça m'a fait penser à la formule un peu, je crois, c'est de 68, quoi. On a raison de se révolter, mais en un sens fort, quoi. On a raison que si on se révolte, quoi. Enfin, voilà, mais la première question, c'est sur la prophétie, l'approche. Oui. Non, mais tout ça est cohérent, c'est-à-dire que le prophétie, donc là, dans le texte justement de Tronti auquel je me réfère, il cite quelqu'un d'autre, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que il distingue un petit peu prophétie et utopie. C'est pas du tout que moi je veux pas disqualifier l'utopie. Ça, pendant longtemps on a disqualifié l'utopie, enfin la projection utopique, etc. Je suis pas sûr. Enfin, pour défendre, là je pense il y a un souci commun de ne pas simplement être dans la disqualification de l'utopie à condition de en plus, si on fait l'histoire, si on revient vraiment à l'écrit de Thomas More et à l'histoire et aux raisons pour lesquelles il écrit, il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment finalement l'utopie, en l'occurrence, elle inversait ce qui se passait sous ses yeux, quoi. Et que d'une certaine façon, c'est quand même ça qu'on a à faire, cette inversion, ce renversement de ce qui se passe sous nos yeux. Mais bon. D'abord, prophétie, donc c'est l'idée de Tronti, c'est que est prophétique le discours qui met en œuvre ce qu'il projette, quoi. Enfin, ce qu'il fait pas seulement que projeter à partir de là. Il fait advenir ce dont il parle, ou il est, en tout cas, là encore une fois, l'amorce de l'advenu, de ce dont il nous parle. Et s'il n'y a pas ce discours et des gens pour le porter, et surtout des gens pour en tirer les conséquences, quoi, parce qu'on est toujours dans l'amorce, il faut que ça soit effectif, il faut que ce soit rendu effectif, quoi. S'il n'y a pas ça, rien ne va, enfin tout va suivre son cours d'une certaine façon. S'il n'y a pas la prophétie, l'enchaînement des choses, le cours ordinaire des choses, comme dit souvent Rancière, le cours ordinaire des choses, il va suivre son cours et rien ne va dévier. Donc il faut bien qu'il y ait une sorte de vision, de projection de ce qui est, dit Tronti, sur le point d'être. Mais de ce qui est sur le point d'être en tant que ce sera annihilé si on laisse les choses suivre leur cours, quoi. Donc il y a
la prophétie, moi je dirais, c'est la dimension spéculative de la politique. C'est là où on voit, on disait tout à l'heure philosophie politique. Pour moi, alors la prophétie, ce serait l'élément proprement spéculatif de la politique, mais qui est tout à fait nécessaire pour elle, pour qu'elle existe. C'est ce que tu dis, c'est en fait la prophétie, c'est le mode par lequel la philosophie se lie à des vérités qui sont partisanes et qui du coup choisissent de trancher dans la situation présente et d'annoncer quelque chose qui est déjà en germe et de prolonger les germes du présent vers une autre possibilité, une bifurcation dans le réel, qui soit qui n'était pas celle qui allait vaincre a priori si la prophétie elle-même n'existait pas. Du coup, c'est pas du tout une prophétie, on va dire le futur ça va être ça et on va le suivre, c'est plus il y a une sorte de stratagème de la prophétie qui, en posant quelque chose qui doit arriver dans le futur, est en fait là pour le faire germer au présent. C'est en quelque sorte. Oui, tout à fait. C'est ça au sens où en fait, il y a effectivement, alors cette idée de germe, bon, ça, pour moi, ça renvoie à Simondon, mais bon, peu importe Simondon, c'est-à-dire quelque chose qui désigne un potentiel, et ce potentiel peut effectivement être développé pour lui-même, mais disons, le cours des choses tel qu'il est imposé va éteindre continuellement ces potentiels-là, ou faire disparaître ces germes. Et là, du coup, concrètement, en fait, le potentiel, c'est une manière de relier les diverses luttes révolutionnaires, quoi. C'est ça. Moi, je dirais... on va revenir peut-être sur la question de l'alliance, parce que je ne sais pas si tu veux, je veux poser une question à ce propos. Et ça arrive peut-être un peu vite dans la discussion, mais voilà, parce que c'est peut-être une piste de discussion, là. Voilà. Il me semble que... Donc, ce que tu cherches, c'est, une alliance, mais tu vas préciser le terme, c'est pas un mot que tu utilises en plus dans le livre. Voilà, c'est ça. Un point d'inséparation, par exemple, disons. Et, en fait, un moyen de trouver ça, c'est de se demander quelle est la cible la mieux partagée, l'ennemi le mieux partagé par les différents groupes, j'ai l'impression. Et... Donc, par qui ? Par toutes les subjectivités ou les groupes en rupture, quoi, révolutionnaires, qui sont prêts, par exemple, on pourrait dire qu'ils sont prêts à risquer gros pour en finir avec ce monde, quoi. Mais il me semble que là, il y a un présupposé de ta part, qui est que, en fait, les différentes luttes ne sont pas néfastes les unes pour les autres. En fait, j'ai l'impression, à te lire, que c'est comme... Le constat, c'est que les luttes ne sont pas reliées, mais c'est un peu comme si elles étaient dans un état d'indifférence les unes vis-à-vis des autres. Alors que moi, j'ai l'impression que c'est pas ça. J'ai l'impression que, en fait, ce que reprochent certaines luttes qui ne veulent pas s'allier aux autres, c'est que les autres groupes font partie de l'ennemi, en fait, pour elles. Donc, je vais prendre deux exemples rapides. Ce qui m'est revenu en tête, c'est une phrase de Tristan Garcia. Je sais plus trop dans quel contexte. Mais il dit, il ne faut pas penser les différents types de domination, par exemple classe, race et genre, comme des choses qui seraient sur le même plan. En fait, c'est des dimensions différentes, et une victoire dans un domaine peut aller de pair avec une défaite dans un autre. Et un exemple, par exemple, plus clair, ce serait par exemple les Black Panthers, tu vois, qui disent, bah non, en fait, les communistes blancs sont racistes. Donc, on ne peut pas agir avec eux parce qu'ils font partie de l'ennemi. Et en fait, du coup, ma question, en gros, ce serait, imaginons une subjectivité minoritaire qui dit, à te lire, qui dit, mais moi, je prends pas parti pour le nous de ce livre, parce que je sais pas, en fait, s'il n'est pas lui-même un ennemi, quoi. Tu vois ? Bien sûr, et en plus, il est question du travail, la mise au travail, de la centralité, non pas donc d'une sorte d'explication fondamentale de la structure des choses, mais de point d'attaque possible, ce qui est tout à fait quand même différent. Oui. Mais bien sûr, on pourrait dire, enfin, quelqu'un, je sais pas, dans un mouvement, par exemple dans les luttes transgenres, pourrait dire, là, je suis pas sûr qu'en fait, il y a quelque chose qui me concerne vraiment. Dans ce livre, ou en tout cas dans cette proposition politique, parce que là on est dans la parce partie... qu'à la fin, tu proposes par exemple un front de refus du travail. En gros, alors, ça on va y revenir, parce que d'abord c'est pas refus du travail justement, mais... refus de la mise au travail. De la mise au travail. Ouais. Et pour un certain temps sous condition, en gros. Ouais. Tant que vous, oui, c'est ça. Que vous détruisez tout, on ne travaille plus. Une grève longue, pas forcément pour abolir le travail,
mais au moins pour dire, tant que c'est là ça, la logique, on travaille pas. Ouais. Et du coup, peut-être que c'est ça que tu veux dire, c'est-à-dire que c'est pas... Quelqu'un qui fait une lutte qui est dans une lutte minoritaire peut se dire, en fait, ça me parle pas pour Oui, mais même... généraliser ma lutte. Ça, c'est... Bon, on va y revenir si tu veux sur mise au travail, etc. Mais pour répondre à la question d'Anama, c'est d'ores et déjà, on a déjà eu des objections de ce type-là. Finalement, ça nous concerne pas. C'est pas ça qui nous concerne. Ça, c'est une manière d'éteindre notre la spécificité de notre problématique. Par exemple, dans les questions de trans, les questions de rapport entre les normes de comportement, etc. Bon, alors. Il y a deux. Pour moi, il y a peut-être un élément qui n'apparaît pas dans le livre, qui serait une manière de nommer de façon très provisoire, à titre de repérage, un petit peu, ce qu'est notre politique, au sens où le nôtre est ouvert, indéterminé. On va dire, ouvert, ça ne veut pas dire grand-chose, donc indéterminé. Donc on pourrait dire, ces derniers temps, je me disais, disons en gros, notre politique, elle est égalitaire, anormative, plus qu'humaine. Donc on peut à chaque fois expliquer un peu. Égalitaire, donc ça renvoie encore aux camarades rancières et à l'idée de chacun compte autant que tout autre, et à l'idée d'une insubstituabilité aussi fondamentale de ce chacun, chacune, au sens où c'est pour ça que ça ne peut pas être simplement institué. La politique égalitaire ne peut pas être par définition instituée, en tout cas d'un concept un peu classique de l'institution. Anormatif, donc c'est pas parce qu'on a tel corps qu'on est destiné à désirer de telle et telle façon. Toutes les problématiques, le terme est à discuter, mais est plus qu'humaine. C'est sur cette indissociabilité entre ce que nous sommes, ce que nous voulons être en tant que sujet révolutionnaire, et l'ensemble des milieux vivants, des milieux de vie et des habitants des milieux qui sont pas humains et qui sont là pas comme une préoccupation, mais comme un élément inhérent à cette subjectivation révolutionnaire, quoi. Et que donc il y a déjà cet ensemble de choses, et on peut déchiffrer les... Bon, je sais que ça pourrait être refusé, mais peu importe. Admettons qu'on puisse en tout cas discuter un peu, quoi. C'est cette première caractérisation, disons, repérage de ce qu'est notre politique. On peut considérer que les multiples effectivités des scènes de la politique, elles font apparaître à chaque fois un élément de cette politique qui serait commune, quoi. Donc je prétends pas nommer je prétends pas donner le nom de la politique commune. C'est juste un repérage. J'insiste parce que il me semble que c'est quand même important par rapport à l'objection que tu dis là, quoi. Et que en fait il y a cette souvent par exemple il y a beaucoup de discussions avec un camarade en particulier sur la centralité, entre guillemets, qu'on va donner à la question du travail, qui nous dit refuser la mise au travail gratuite, etc. C'est en quelque sorte être d'abord dans la posture du refus, alors qu'il faut affirmer. Et c'est une objection très importante, mais il me semble que, en fait, on part de l'affirmation des scènes existantes de la politique, du fait qu'à chaque fois, elles sont l'affirmation de cette politique que je dis nôtre, quoi. Et qu'il y a ça. Bon. Alors, est-ce que cela est une façon d'englober, totaliser le simple fait de nommer la dimension affirmative de la politique de laquelle on part, quoi. Et surtout, alors, puisque cette politique commune, disons, cette politique commune, ce serait, et c'est là où peut-être pas mal de personnes pourraient être en désaccord, ce serait la recherche d'une amplification des expériences égalitaires, anormatives, plus qu'humaines, au sens où l'amplification, au sens où un espace d'amplification consistant de ces expériences, on
on ne sait pas jusqu'où il pourrait aller, et peut-être il pourrait aller jusqu'à démanteler le pouvoir de l'ennemi, ce qui est quand même ce qu'on recherche, quoi. Que les militants de l'économie perdent leur pouvoir. On en est très loin là, et en même temps, ça existe, ce qui le démantèle localement, quoi. Ce qui en tout cas, le perturbe localement, quoi. Parce que toi, à un moment donné, dans ton objection, tu dis que, en gros, les différentes luttes étant hétérogènes, parfois ont des intérêts contradictoires, et parfois certaines se font bouffer par d'autres, Exactement, etc. Mais dans la logique du livre sur la division politique, ces différentes luttes, elles ont quand même une sorte d'ennemi qui est une logique commune, et que cette logique commune qui, bien sûr, de manière différenciée, s'applique à chaque lutte particulière, c'est cette logique qui apparaît dans chaque lutte, même si elle apparaît sous l'aspect du genre, sous l'aspect de la race, ou sous l'aspect de l'exploitation capitaliste du travail en général, du salariat, ou de l'investissement, de la financière. Enfin bref, ça apparaît sous un aspect, mais c'est la logique générale, et du coup, c'est elle qui est l'ennemi pivot. Enfin, c'est celle qui fait le contexte global dans lequel les petites luttes contextuelles se relient. Et tu rajoutes un élément en plus dans le livre, tu fais une scission par rapport au contexte global, il y a une condition de possibilité de tout ça, qui est que d'un côté, certes, chaque lutte particulière peut se généraliser en passant par le contexte global contre lequel elle lutte, d'une part, et d'un autre côté, elle repose toutes comme condition de possibilité sur un Iliade fondamental, sur un socle de base, que tu nommes la Terre. Mais est-ce que du coup tu peux nous expliquer comment une lutte particulière, rattachée à cette lutte finalement collective potentiellement alliable à une autre lutte dans le contexte global, se rapporte à sa condition de possibilité qui est d'être sur Terre, une Terre plus ou moins vivable, quoi, comment on articule Terre d'un côté, contexte global, et au milieu toutes ces petites luttes qui luttent d'un côté et de l'autre en même temps. Ce qui est effectif, ce sont les luttes dans leur disparité, dans leur spécificité. Donc l'idée, c'est de proposer quelque chose, à la fois une façon de repérer, comme on a dit tout à l'heure, égalitaire, anormative, etc., de repérer une sorte d'unité transversale vague, et d'autre part... Qui ne supprime pas du tout les spécificités. Voilà, c'est ça. Tout le problème, c'est que ni en disant ça, ni en parlant du contexte global qui est celui de l'économie monde et de la mise au travail qui le caractérise, et qui est sa ressource, sa substance, et du refus de cette mise au travail, ni en disant l'un ni l'autre, on ne dit le tout de ce que dit, de ce que manifeste, de ce qu'apporte, de ce que rendent visibles ces luttes. C'est-à-dire que il y a des éléments dont je suis incapable de parler sur ce que c'est la spécificité de la condition féminine à tel et tel endroit, ou de la condition féminine d'une façon générale comme histoire, comme donc il s'agit de pas éteindre cette spécificité-là. Mais cette spécificité n'est éteignable que si on prend le point de vue si on veut, la norme qui écrase dans les luttes. Parce qu'en fait, en gros, si on lutte en tant que femme pour je ne sais quoi, des droits féminins, si on considère que l'autre lutte, elle est fait compétition, mais c'est par rapport à ce pivot qui va nous donner les droits, ou contre qui on se bat, ou quelle est la primauté du combat. Mais chaque lutte spécifiquement par rapport à elle-même, elle a plus de choses communes l'une par rapport à l'autre que quand elle est dans son combat stratégique ponctuel par rapport à son ennemi. En gros, moi j'ai l'impression que c'est trop marxiste et pas assez foucaldien. C'est-à-dire comme si on oubliait le pouvoir pour parler de l'exploitation. Comme s'il y avait un ennemi vertical qui était le capital, quoi. Et du coup, on perd de vue tous les rapports de pouvoir qui sont entre nous, qu'on connaît depuis les années 70, quoi, qui font que en fait le seul ennemi c'est pas le capital, quoi. En gros, moi j'ai aimé une proposition qui cherche à faire droit aux spécificités tout en essayant d'avoir une force qui puisse rivaliser avec par exemple les militants du capital, mais il me semble qu'il y a d'autres ennemis qu'on perd de vue. Par exemple, je sais pas, le patriarcat, mais aussi l'impérialisme et le racisme qui va avec, tu vois. C'est comme si, il y avait des ennemis qu'on perdait un peu de vue dans cette stratégie.
Mais moi, c'est sûr qu'on n'est pas... c'est pas grave de ne pas être d'accord. L'important, c'est que ça se dise, quoi, et que ça se construise aussi le désaccord. Parce qu'effectivement, il y a un désaccord au sens où, pour moi, j'ai l'impression de faire une proposition gentille et prudente, au sens où j'essaie de me dire, il y a eu quantité d'émergence, justement, depuis les années 70, etc., de luttes qu'on a dit longtemps minoritaires. D'ailleurs, Mille Plateaux, c'était une ressaisie un petit peu de ce qu'ils appelaient devenir minoritaires. Bon, c'était un peu une ressaisie de ceux qui ne cadraient pas avec la grille de lecture marxiste et qui en débordaient, qui montraient des singularités irréductibles, et il s'agissait de donner droit à cette irréductibilité. Et j'ai l'impression de continuer à donner droit à cette irréductibilité, d'une part en disant que ce qui est construit là, ça s'adresse à des lieux hétérogènes dans leur hétérogénéité, d'autre part en disant que ça ne dit pas le tout de ces lieux. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul ennemi. L'ennemi, c'est pas le capital, bien sûr c'est le capital, mais voilà, ça c'est... Et en ce sens, oui, j'assume l'héritage marxien. Dans ses différentes formes, le capital. Oui, oui. Raciste, oui. Alors, je ne sais pas si c'est des formes. Moi, je sais pas si c'est des formes du capital, tu vois, mais ça c'est vraiment une question. Mais même on peut la laisser de côté au sens de dire, admettons que oui, il y a la question du patriarcat, la question de, enfin, admettons, il y a la question du pouvoir patriarcal, il y a la question du, bon, tout ça c'est des vraies questions. Et en même temps, il y a... Et là, c'est le côté polémique, disons, mais qui est pas trop, en fait, il est pas trop polémique, ce livre. C'est vrai, ouais. Il y a l'impasse manifeste de tenir à son petit carré de son petit terrain de lutte, quoi, un petit peu, tu vois. Et je pense que l'impasse dans laquelle on est tient en partie au fait que il y a une façon d'investir les problématiques spécifiques, pas seulement en tenant à leur spécificité, mais en tenant à leur, de façon quasi syndicale, au mauvais sens du terme syndical, c'est-à-dire on est les spécialistes de la question des sans-papiers, et c'est complètement irréductible parce qu'il se passe ceci, cela. On est les spécialistes de la question trans, d'ailleurs t'as rien à dire parce que tu l'es pas, etc. Enfin bon, et je pense qu'il y a des éléments justifiés sur t'as pas grand chose, enfin il faut d'abord que t'écoutes parce que t'as pas cette expérience, et donc il faut que tu comprennes un minimum quand même de quoi, qu'est-ce que c'est cette spécificité dont tu parles, quoi. Ça d'accord, mais pour autant rien n'oblige, enfin rien ne conduirait en toute logique à faire que ces espaces se ferment un petit peu sur eux-mêmes et s'accusent mutuellement de ne pas être assez à l'écoute de ce que c'est la question noire, de ne pas être assez à l'écoute de ce que c'est la question trans, et de soupçonner tout le monde et d'être, en fait, et c'est quand même un grave problème aujourd'hui, d'être hyper focalisé sur les rivaux, quoi, les rivaux qui ne sont pas les ennemis, les rivaux qui vont porter d'autres hypothèses politiques, mais qui ne sont pas les ennemis, quoi. Et qu'il y a cette espèce de maladie du camp révolutionnaire qui n'existe pas, et c'est une raison de son inexistence, qui est que la rivalité est confondue avec l'inimitié, quoi. Et que les hypothèses rivales, au lieu de chercher la voie par laquelle elles vont coexister pour construire un camp révolutionnaire, parce qu'il y a quand même quelque chose de massif qui est un camp tout à fait organisé, considérablement plus fort que le nôtre, qui est là. Qui s'est développé, c'est un argument du livre, en réaction aussi au mouvement ouvrier, en fait. Ça, tu reprends un argument de Tronti, je crois. C'est ça, en disant que tout le militantisme capitaliste, s'est beaucoup développé en réaction aux luttes ouvrières, et pas que d'ailleurs, mais des années 50, 60. Bon, en fait, je reprenais la discussion, enfin le point d'échange précédent là, qui portait sur l'articulation pluralité, unité, comment ne pas éteindre la diversité des luttes au niveau d'une unité. Bon. Donc c'est un point que tu abordes d'une autre façon, au sein même du champ de la transformation, entre les partisans de la composition, les partis, les syndicats, et les partisans de la radicalité révolutionnaire, débordant ce champ institutionnel du politique.
Et j'ai trouvé, donc je pense que ça, c'est pas inintéressant de lire ce que tu en dis de cette contradiction ou paradoxe. Les deux voies, celle de la composition et celle de la radicalité recentrée, ont leur fécondité propre, et il est possible qu'en ce cas, ce ne soit pas la logique du ou bien qui doivent prévaloir, et qu'il faille construire une articulation entre elles. Cela ne revient pas à donner raison à la première voie contre la seconde, il s'agirait plutôt de mettre en suspens la polémique telle qu'elle se joue, et d'assumer que ces voies n'ont de fécondité propre que l'une par l'autre. Elles ne peuvent simplement se séparer, parce qu'elles emblématisent les deux versants de ce qui doit être tenu lié. D'une part, le souci de l'inscription dans un contexte particulier, d'autre part, celui de la charge éthique qui seul permet de tenir les effets de cette inscription. Et je pense que ce développement-là répond aux questions précédentes à sa façon, à savoir que les unités, pluralité, c'est les deux versants d'une même problématique. Maintenant, la question reste tu réponds, comment dirais, la question reste posée tout de même du ou bien, pour moi. On reste dans une... tu parles d'un tissage, ouais. Mais par ailleurs, dans ton livre, tu ne cesses d'affirmer la nécessité du ou bien, notamment dans ta critique de la tour. Oui, oui. Hein, voilà. Est-ce que tu peux peut-être oui. revenir sur... Je parle de cette problématique qui se situerait au sein du champ de la transformation, hein, on est d'accord, hein, oui, entre les radicaux, les révolutionnaires et les réformistes, en gros. Oui, alors, réformiste, c'est encore autre chose, j'ai l'impression. Mais, parce que pour le coup, là, ce dont je m'occupe, c'est pas des réformistes du tout, quoi. Enfin, dont je m'occupe. Ce qui est intéressant là dans le livre, c'est pas la question des réformistes, si on entend par là quelque chose qui ressemble à la gauche de près ou de loin, quoi. Donc c'est pas de ça dont on s'occupe. Donc alors là c'est peut-être un peu plus spécifique parce que là ce à quoi je pense c'est plutôt un débat. Enfin, on va revenir aussi à ce qu'on disait, la question de c'est trop marxiste, etc. Et à la question de la terre, faut pas oublier, il faut y revenir aussi à un moment là. Donc il y aurait ça, mais là, c'est plus un débat sur composition et séparation. Est-ce qu'il faut aller dans le sens de la composition, donc de l'alliance entre des forces hétérogènes, qui pourrait prendre la forme de comment le mouvement trans peut s'allier au mouvement antiraciste? Est-ce que les solutions... des solutions, comment concevoir ces alliances, etc. Ça peut être cette question-là, mais ça peut être aussi les soulèvements de la terre, qui est une force de composition, et qu'en tant que force de composition a inventé un espace politique nouveau, etc. Et en même temps, il y a ces critiques qui me semblent intéressantes aussi, parfois, de dire, avec la composition, on perd une acuité éthique, une acuité en termes quelles sont les raisons de la rupture, avec l'ordre dominant, avec ses logiques, et que en fait j'ai l'impression que pour ma part en tout cas, je préfère dialectiser à un autre niveau, disons, plutôt que de choisir dans cette alternative-là. J'aimerais mieux qu'on considère que l'espace de la camaraderie au sens large, il comprenne ces deux attitudes-là. C'est-à-dire l'attitude de la recherche de composition, etc., et l'attitude plus de séparation, d'affirmation d'une éthique radicale comme étant la matrice à la fois la matrice et l'horizon d'une force révolutionnaire, quoi. J'ai l'impression qu'on a besoin, que là où on en est dans le tunnel dans lequel on s'engage là, il faut que ça tienne ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens s'aiment, que tout le monde s'aime, quoi. La camaraderie, pour moi, c'est pas
c'est pas des gens qui s'aiment spécialement, quoi. C'est là où il faut être un tout petit peu adulte, au sens où il faut accepter la rivalité et de coexister avec la composition, c'est la composition et avec des gens qu'on aime pas. Entre camarades, alors. C'est pas la composition avec le monde existant. Là, tu vois, les soulèvements de la Terre. C'est ça que j'avais compris, moi, dans le passage que j'ai lu tout à l'heure. Ah non, c'est pas la composition avec le monde existant. C'est ça que j'avais compris. C'est pour ça que j'avais fait une lecture sociale, réformiste. Non, c'est pas la composition avec le monde existant. Non, c'est pas. De fait, si tu veux, oui, de la composition avec des forces différentes, comme l'exemplifie les soulèvements de la Terre. Ouais. Il y a une phase. Forcément, ça aboutit à composer avec le monde existant au sens d'accepter certains compromis, etc., pour faire avancer l'espace pour faire tenir simplement l'espace qui a été conquis, quoi. Donc donc en ce sens, tu as raison. D'accord. Donc en ce sens, oui. Mais là, on n'est pas dans les soulèvements de la Terre. Pour moi, c'est pas la gauche, quoi. C'est pas la gauche institutionnelle, la gauche de parti, etc. Enfin, les soulèvements de la Terre, ils démantèlent, mais aussi ils peuvent négocier. Oui, un projet ils peuvent négocier, voilà. etc. Oui. Il peut y avoir négociation, tout à fait. Donc en ce sens, on va jusque-là. Mais disons, l'élan et la perspective sont affirmés comme révolutionnaires, quoi. David Graeber, l'anthropologie anarchiste, il propose très souvent de dire il faut éviter la logique du dépassement et la logique de dialectique, c'est-à-dire la logique où finalement les contraires finiraient dans une synthèse du même. Et du coup, les groupes politiques, si on les pense seulement dialectiquement, ils sont voués à se chamailler et à entrer en compétition pour devenir en gros hégémoniques puis subordonner les autres. Tandis que lui, il propose la logique de coexistence des incommensurables, au sens où chaque groupe est incommensurable, en soi il a sa singularité, et cette singularité elle n'est pas réductible, elle n'est pas égalisable, et par conséquent ce qu'il faut c'est faire coexister dans des luttes des incommensurables. Toi tu proposes une autre logique pour se substituer à la logique dialectique, donc là il y a la logique des incommensurables coexistants, tu proposes la logique du supplément. Tu nous dis, la logique de la dialectique elle pose ce problème de potentiel écrasement, mais la logique du supplément, de toute lutte s'ajoute à une autre lutte qui s'ajoute, ou sur la Terre, j'imagine, sur la condition de possibilité des luttes, en s'ajoutant, c'est ça qui fait que l'économie et sa logique s'affaiblit, voire peut s'effondrer comme le ciel s'effondrerait sur la Terre. Et en gros, déjà ma question c'est, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce que c'est que cette logique du supplément ? Et deux, est-ce que cette logique du supplément, c'est bien une logique selon laquelle il ne s'agit pas tant de demander aux dominants de reconnaître notre singularité et donc du coup d'être en compétition avec l'autre à côté qui veut aussi qu'on reconnaisse sa singularité, etc. Il s'agit juste, en affirmant ces singularités-là et en les ajoutant les unes aux autres, au bout d'un moment, il y a plus prise. Ça fait masse. Il y a plus prise. Il y a juste plus prise sur personne, puisque tout le monde fait des foyers de refus, de rejet, et en même temps des foyers positifs d'affirmation autres. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que cette logique du supplément ? À quoi tu l'associes conceptuellement ? Comment tu la penses ? La logique du supplément, supplément, c'est un terme au départ d'un penseur qui n'est pas révolutionnaire du tout, c'est Derrida, mais qui est repris notamment par Badiou dans les années 90, et il déplace vraiment moi je trouve que c'est le moment important de Badiou, les années 80-90. Après, j'ai pas du tout suivi, pas au sens de suivre, quoi. Mais il y a ce moment important où il parle finalement, avec son idée d'une sorte de supplément par lequel il va penser les conséquences d'un événement politique, c'est ce qui lui permet de sortir de la logique de la négation. Parce que le schème, disons, hégélo-marxiste, c'est un schème de la négativité, et qui a été souvent repris comme tel jusqu'à ce que le terme négativité ne veuille plus dire grand chose, une sorte de fétiche conceptuel un peu vide, bien souvent. Mais donc le supplément, c'est d'abord l'idée qu'il y a une construction singulière d'un espace politique
qui s'affirme pour elle-même, donc l'affirmation est première, et incidemment, qui pour pouvoir s'inscrire dans le contexte, dans ce qu'on appelle les contextes, s'inscrire dans l'état des choses, peut avoir des ressources négatives au sens de destruction, etc. Mais c'est l'affirmation qu'il faut penser comme première, et pas la négativité comme mouvement de l'histoire, comme une espèce de logique qui finalement s'enchaînerait d'elle-même pour apporter à chaque fois de nouvelles, de nouveaux, quelque chose de nouveau, quoi. Parce que, bon, soit la négativité, on la pense vraiment à la façon hégélo-marxiste, dans une sorte de visée théologique dans laquelle, bon, il y a... l'histoire avance par le mauvais côté, au bout d'un moment aboutit à quelque chose de parfaitement résolu, quoi. La société sans classe, c'était le point d'aboutissement, disons. Soit la négativité, ça perd la téléologie, mais alors là, on est dans le concept vide de philosophe de colloque, quoi, soit on est dans le nihilisme, ce qui est possible aussi. Après tout, c'est une attitude tentante aujourd'hui, quoi. Je veux dire, d'être dans la destruction et le refus, penser comme destruction le plus possible de ce qui s'impose, quoi. Oui, il n'y a pas plus tard que mercredi dernier, il y avait une conférence de Eduardo Vivero de Castro, et à la fin, sous une forme de blague, il dit il n'y a plus qu'une solution, l'avènement d'un Christ thermodynamique qui viendrait cramer tout ce qu'il y a à cramer. Ouais, voilà. Mais en même temps, moi, je suis assez séduit par cette idée de Christ thermodynamique. Non, pas le Christ. Mais ce que j'aime bien, c'est justement une autre question que je voulais te poser vis-à-vis de la fin du livre, où tu dis, c'est une situation apocalyptique sans rédemption, c'est pas une apocalypse sans eschaton, sans salut, etc. Et en gros, c'est la catastrophe, il n'y a pas de rédemption. Et moi, je me posais cette question, c'est est-ce qu'on peut pas inverser et dire, en fait, la catastrophe, c'est qu'on veuille l'empêcher, quoi. Enfin, genre qu'on veuille pas l'empêcher. Qu'on veuille l'empêcher. C'est-à-dire que la logique, c'est quand même que tout le monde dit, il y a une catastrophe, soit on fait rien, soit on fait semblant de l'empêcher, et au nom de la catastrophe qui est là et qui vient, on fait des politiques. Et ces politiques, généralement, ils sont autoritaires. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, mais accompagnons le mouvement de la catastrophe, revendiquons les forces nihilistes, destructrices de la catastrophe, et associons-le à la question révolutionnaire. La révolution, c'est une catastrophe. C'est aussi une catastrophe. Et donc, du coup... Au sens du retournement. Au sens, oui, exactement. C'est un catastrophe, c'est un retournement. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui... Parce que je me suis dit que l'anticatastrophisme, en gros, ça pouvait permettre aussi d'empêcher un affect puissant qui serait révolutionnaire. Parce que on peut pas à la fois être... Ou alors, la contradiction, elle est là. À la fois être révolutionnaire à fond, fulgurant, voilà, et en même temps se dire, oui, mais c'est pour empêcher que le monde ne se défasse, c'est pour reposer des limites, et redevenir sobre, et redevenir humble. Alors, moi je pense que c'est effectivement le but, redevenir humble, poser des limites, sobre, etc. Mais en même temps, il y a une espèce de contradiction entre ce qu'il faudrait d'énergie révolutionnaire inspirée par le sentiment catastrophiste et par la catastrophe, et en même temps ce qui est visé. Et donc du coup il y a une tension. Bon, bref. Et du coup ma question sur ça, vu qu'on est parti loin, désolé, c'est quelle est ta conception de la catastrophe et aussi du moment apocalyptique dans lequel on est, parce que tu en parles à la fin du livre. Et deuxièmement, comment faire pour la conjurer à partir de la prophétie que tu proposes, enfin d'une division politique qui pose une prophétie, si en même temps on ne peut pas espérer une rédemption. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, tu dis, voilà, l'apocalypse, elle est sans fin, elle est infinie, et elle n'a pas de salut. Et en même temps, tu proposes une théorie de la politique comme prophétie qui fait advenir les germes d'un avenir possible, etc. Donc comment on concilie, le constat d'une catastrophe sans fin, sans but, sans rédemption, 2, l'affirmation que la politique doit en passer par un acte
de prophétie qui a... Voilà. Non, mais quand je dis apocalypse sans eschaton, donc je cite Ernesto de Martino, Ernesto de Martino, ouais. qui dit finalement la catastrophe, justement au sens du désastre, quoi, c'est d'être installé dans une apocalypse sans eschaton, c'est-à-dire sans fin, au sens où elle n'a aucune finalité. C'est ce qu'il disait, il écrivait ça à la période de la guerre froide, donc avec cette perspective d'une guerre totale, etc., bon, qui était comme une épée de Damoclès, bon. Et il disait finalement c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une image très claire de ce que c'est l'apocalypse, mais qui n'a aucune fin au sens d'une finalité qui donnerait sens, le moindre sens quoi, à ce qui serait dès lors une horreur sans rédemption, sans retournement possible. Et moi je dis pas... je pense que il est tout à fait possible que cette apocalypse sans eschaton, sans doute sous une forme plus progressive et par affaiblissement et réduction et comme dit un ami Benjamin Gisard, il parle notamment de ça, de cette espèce d'affaiblissement progressif, de cette raréfaction des milieux, cette raréfaction des formes les plus douces ou les plus agréables ou les plus intenses de la vie, quoi. Que l'apocalypse prendra peut-être plutôt cette forme qu'une grande boule de feu, bon, je sais pas, mais en tout cas, il est tout à fait possible, disons, c'est même devenu le plus probable, mais ce qui est faux, c'est que ce soit un destin prescrit, quoi. Ce qui est faux, c'est que ce soit un destin prescrit. Donc, la prophétie, là, elle intervient pour empêcher cet apocalypse sans eschaton, quoi. Et donc, effectivement, pour affirmer la possibilité du retournement, ou l'impossibilité, mais en tant qu'elle est réelle, du retournement, quoi. L'apocalypse révélation, la catastrophe retournement, donc... et pour moi, effectivement, ça veut dire reprendre d'une certaine manière l'idée d'un télos, mais pas un télos qui serait contenu dans les choses, qui serait contenu dans l'avenir, qui serait contenu dans le temps, mais qui serait porté contre la nécessité historique. Il y a une sorte de nécessité historique. Ce sont les ennemis qui la pilotent aujourd'hui, cette nécessité historique. Et le télos, au lieu de s'inscrire dans une nécessité historique comme le croyaient les hégélo-marxistes, il est porté comme une sorte d'appel, pour le coup, qui vient de l'état même du monde, dans la mesure où on en construit la réponse, et qui est de l'interrompre. Et effectivement, on pourrait dire c'est une dramatisation excessive et tout ça. Moi, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit une dramatisation excessive, au sens où, tu vois, quand tu dis il faut adhérer à la catastrophe, ben justement, on rejoint sur la question, si tu veux, de la Terre, là, la Terre, c'est pas la Terre, là, j'entends au sens de... je cite Husserl, mais la Terre ne se meut pas, cette espèce de condition originaire, de sol originaire, quoi. C'est un enjeu de la politique, ça ne veut pas dire que ce soit le fondement de la politique, c'est un enjeu de la politique révolutionnaire telle qu'on l'a évoqué aujourd'hui, là, tel qu'on l'a évoqué, quoi. C'est un enjeu, c'est pas quelque chose qui reste en dehors, c'est un enjeu. Toi, tu dis que c'est une condition de possibilité de n'importe quelle lutte, mais que non, des mondes, c'est une condition de possibilité des mondes, au sens où on a beaucoup pensé la pluralité des mondes. Mais ça se fait quand même sur Terre, quoi. Et où j'ai l'impression que c'est intéressant de retrouver les textes husserliens, le beau texte de Husserl sur la Terre ne se meut pas, pour repenser le sol originaire qui échappe en quelque sorte à la problématique constructiviste, perspectiviste des mondes. Au sens où l'enjeu, c'est effectivement la pluralité des mondes et leur raréfaction. Il y a ça, mais il y a aussi une sorte de sol originaire derrière les mondes, il y a un sol commun. Oui, voilà, il y a un sol commun. Le sol commun des mondes, c'est ce qu'on peut désigner comme la Terre au sens husserlien, par exemple, parce que je trouve que c'est une belle désignation. Carrément, ouais. Mais en même temps, tu veux pas penser la Terre sous une forme mythologique, non, mais voilà, comme la tour avec Gaïa. Tu veux pas la penser même sous une forme deleuzienne, comme une espèce de absolue capacité de déterritorialisation infinie. Enfin bref, c'est mots bizarres. Tu veux le penser comme... Enfin, qu'est-ce que tu fais de la Terre pour les mondes et par ailleurs pour les affirmations singulières en lutte contre la logique globale.
Enjeu et pas condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai pas grand-chose à dire une fois dit ça de la Terre. On peut construire des approches spéculatives, etc. Gaïa, je suis pas sûr que ce soit... Enfin, vu ce que ça donne, les courants latouriens, souvent, je suis pas sûr que ce soit si fécond que ça d'avoir... en tout cas, je suis... assez prudent par rapport à cette sollicitation-là. Je ne trouve pas que ça soit si riche que ça, ce qu'ils en ont fait, quoi. Et que, bon, bref. Donc finalement, pour moi, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est un enjeu qu'il faut garder présent à l'esprit, notamment, par exemple, pour ne pas tout à fait dire ce que tu dis. C'est-à-dire, on va dans le sens de l'Apocalypse, si c'est aller dans le sens de la raréfaction des milieux de vie sur Terre, ça, c'est... non. Évidemment, moi, je parle pas de ça, je parle de capter le sentiment ou l'énergie révolutionnaire qu'il y a dans l'appel à la catastrophe, au retournement, qui est un peu empêché symboliquement, ou en tout cas dans l'imagination, du fait que nous, notre combat, c'est quand même de reposer des limites, de décélérer, de décroître, de se calmer, de refroidir un peu les réchauffements, etc. Et donc, du coup, comme le but, il est logiquement contradictoire avec l'affect que ça impliquerait en termes de mobilisation collective, etc. C'est pour ça que je parlais pas de allez, que le monde brûle, définitivement, que le monde aille à sa perte, mais que l'énergie révolutionnaire puisse se réapproprier dans la logique au moins prophétique même. Le monde va finir, d'accord. Il va se retourner, le méchant monde va brûler, le nouveau monde va renaître. Enfin, peu importe, j'en sais rien, mais là, je parlais plus en termes complètement symboliques et pas du tout en termes de il faut que les capitalistes aillent à fond. C'est pas l'accélérationnisme. Non. C'est pas ça que je voulais dire. Oui. C'était plus symbolique. Parce que toi, t'en parles de cette nécessité d'une articulation symbolique, que les gens, là, quand ils luttent et qu'ils supplémentent, enfin, qu'ils se rajoutent en lutte, ils rajoutent aussi quelque chose qui se joue au niveau symbolique, par exemple prophétique, c'est-à-dire qu'ils appellent quelque chose, ils disent quelque chose. Enfin bref, je ferme la parenthèse parce qu'elle est... Non, mais tu vois, c'est drôle parce que ça me fait penser à deux réflexions d'auteurs différents, que j'aime bien, que je trouve important. C'est Immanuel Wallerstein, je ne sais plus dans quel texte, disait qu'on a peur du chaos et que c'est dommage qu'on ait peur du chaos parce que on voit pas comment on pourrait vivre l'effondrement de l'économie monde si on ne passe pas à travers une période de chaos. Et pour le coup, je suis un peu d'accord. De ce point de vue, et qu'il y a une façon d'adhérer, une façon à trouver, il s'agit de trouver la façon d'adhérer à ce chaos, sans se dire qu'en soi, c'est un chaos neutre, au sens où c'est pas, où il n'y a pas de... Je crois qu'il faut à la fois avoir trouvé cette énergie d'adhésion au chaos et en même temps ne pas rester fasciné par lui. Et la même chose, au fond, était dans un des derniers entretiens avec Tronti. Lui parlait des guerres. Et avant la guerre en Ukraine, etc., je sais plus, dans la Rose de Personne, une revue, et c'était, je crois, fin des années 2000, je me souviens plus de la date, et il disait, moi je ne vois pas d'autre solution, vu la manière dont les choses sont verrouillées aujourd'hui, que les guerres. Les guerres vont revenir, les guerres vont revenir, et sans les guerres, il n'y a pas de moyen de déverrouiller cette espèce de... Alors les guerres reviennent, et c'est pas du tout une bonne nouvelle en soi, pas du tout. De fait, ça génère une situation qui est tout d'abord la mainmise par les puissances souveraines et les puissances souveraines les plus dangereuses, etc., tout ce qu'on voudra. Quand même, l'extermination de Gaza, c'est une aberration folle, au cœur du présent, qui côtoie chaque jour on y pense, et chaque jour on est face à une sorte d'impuissance et de sidération par rapport à ce qui se passe là. La guerre, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Simplement, ce qu'il voulait dire, c'est que effectivement les guerres vont revenir, et ce sera une très mauvaise nouvelle pour 1000 raisons, et ce sera en même temps inévitable pour que des brèches puissent apparaître qu'il s'agirait de savoir occuper, Lui n'était pas spécialement optimiste à la fin, mais bon,
Mais voilà, donc, je dis pas du tout je fais pas du tout, j'ai aucune fascination pour la guerre, etc. La guerre des États, la guerre des puissances souveraines, et de leur l'abjection, bon, tout ça. Mais voilà, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à comprendre comment, qu'est-ce qui fait brèche là-dedans, qu'est-ce qui fait fragilité. Bon, on le voit bien aujourd'hui dans la situation française et avec ces crises institutionnelles de plus en plus profondes, que ces brèches-là, il s'agit de savoir les occuper, quoi, disons. Quoi. T'as une question ? Non, c'est bon. Mais, ça fait longtemps. Enfin, Là, on est à 1h12, donc oui. Ok. Bon, bah, peut-être... ok. Bah, sinon, j'avais une question... je peux juste, parce que sur le... J'avais laissé terminer tes réponses. Je me suis fait partir frustré, parce que chaque fois que tu commences à répondre, ils t'ont interrompu à chaque fois. T'as le droit de... Oui, t'as le droit de réponse. non, mais en fait, c'était plutôt sur la question de Adama et du marxisme, et oui, et des suppléments. C'est que... c'est juste dire que... donc, il y a quelque chose à assumer d'un héritage du marxisme, et c'est une sorte Bon, on n'a pas parlé de la figure de Jason Moore, qui est importante dans le livre, et qui sera beaucoup plus importante dans le livre que l'on fait donc avec Patricia Hetzey et Benjamin Gisard, qui sera un développement de cette proposition politique ici réduite. Bon. Jason Moore, ça me semble être, pour plein de raisons, mais on ne va pas détailler là, plein de raisons, une sorte de marxisme hétérodoxe, et j'ai l'impression que le seul défaut qu'il a, c'est qu'il n'assume pas complètement l'hétérodoxie, pas jusqu'au bout l'hétérodoxie, et qu'il ne construit pas non plus le versant proprement politique de son analyse. Mais je trouve qu'il permet vraiment de ressaisir autrement ce que ça peut être l'héritage marxiste. Et donc, effectivement, c'est lui, avec son concept d'écologie monde, son concept de mise au travail des êtres de nature, tous les êtres, y compris donc non humains, c'est lui qui donne une image et un concept de ce contexte global dont on a parlé dans le livre. Et puis bon, finalement, c'est un peu ça, l'économie, c'est une écologie monde qui a en son centre cette mise au travail des êtres de nature d'une façon très générale, quoi. Et cet héritage-là, moi, il me semble que à partir de là, la question du supplément des suppléments, c'est justement ce que lui ne va pas développer comme pour son compte, c'est que si on envisage les diverses scènes de la politique et leur pluralité comme un ensemble de supplémentation du cours ordinaire des choses. Donc supplémentation voulant dire que ça se disjoint des déterminismes ordinaires, ça se disjoint des déterminismes objectifs pour ouvrir un espace qui n'est pas réductible à ces déterminismes et qui même va s'y réinscrire pour les modifier, quoi. Alors il y aurait un supplément de ces suppléments, effectivement, un proposé là, c'est là qu'il y a le soupçon de marxisme, mais que pour moi c'est une sorte de marxisme sans déterminisme objectif et de marxisme sans totalisation. Et que le supplément des suppléments, ce serait cette transversale dont je pense pas que qu'elle procède à la façon d'une alliance, mais véritablement d'une supplémentation, c'est-à-dire que depuis la diversité des lieux, que ce soit des mouvements, d'ailleurs des mouvements dits sociaux, des mouvements sur les retraites ou des choses comme ça, ou peut-être quelque chose qui va naître aujourd'hui, ou des lieux spécifiques du type lutte féministe, etc., que tous ces lieux sont concernés par cette perspective d'un refus de la mise au travail des êtres de nature pour la valorisation du capital, en tant que ce serait la formule qui permet de résumer la logique qui est celle de notre ennemi global, quoi. Il y avait justement, j'hésitais à rappeler le passage où tu dis que, en fait, dans cette logique de mise au travail de tous les êtres de nature et qui coïncide avec l'effondrement des milieux de vie, il y a une perte de monde qui affecte nous, centre urbain, plutôt blanc, etc., mais qui a été la même logique qui a affecté
les indigènes, qui a affecté les noirs esclaves, qui affecte les femmes, etc. C'est cette logique qui semble être... ces revendications différenciées, genre, race, etc., qui semblent être non reliées, cette logique-là les relie. C'est-à-dire que sans cette logique-là, il n'y a probablement pas d'esclavage. Sans cette logique-là, il n'y a probablement pas de patriarcat et d'exploitation. En tout cas, il n'y a pas la forme actuelle du patriarcat, parce que le patriarcat, on peut considérer que c'est une histoire longue et que justement, ça fait partie de la spécificité qui n'est pas forcément réductible, etc. Mais effectivement, les formes contemporaines, le capitalisme patriarcal dont parle Federici, c'est une forme particulière et ce qu'on connaît comme forme patriarcale est en tout cas déterminé pour le coup, là, vraiment au sens où c'est configuré avec le développement du capitalisme et toutes les figures qu'il a inventées, donc depuis la chasse aux sorcières dont parle Federici jusqu'à la femme au foyer, disons, et que oui, mais pour autant, effectivement, cette transversale, j'ai l'impression si on la prend avec toutes ces précautions que j'ai dites, peut-être il y a trop de précautions, certains reprochent qu'il y ait trop de précautions, d'autres non, tu redeviens marxiste, tout ça, mais moi j'ai l'impression qu'on ne perd rien, que les luttes féministes ou autres ne perdent rien à se dire qu'elles portent avec toutes les autres luttes existantes dans le monde, les luttes sur les territoires, pour défendre des territoires naturels, etc., il y a des raisons de se dire une des raisons de la lutte dans chacun de ces endroits, c'est refuser la logique de l'économie, refuser la logique de l'économie et des militants de l'économie et des alliés fascistes, parce que je trouve que c'est la formule un peu qui... il y a des raisons de refuser cette logique-là, et donc même si on s'aime pas, même si on se déteste, même si on considère que les autres sont encore un peu dans le patriarcat et que les autres sont encore un peu dans ceci, cela, il y a des raisons d'être un tout petit peu plus adulte qu'on ne l'a été dans les milieux radicaux, dans les milieux militants, jusqu'ici, quoi. C'est convergence de la lutte, alors, convergence des luttes, tu vois, ça c'est le vieux motif. Je sais, mais tu vois, c'est on parle dans ton bouquin, de toute façon. Oui, c'est ça, c'est comment finalement une exigence révolutionnaire est caricaturée. Et elle a été ultra caricaturée, étroitisée, caricaturée, quoi. C'est devenu une caricature, la convergence des luttes. En tant que mot d'ordre syndical, qui est fait pour justement la remettre toujours à plus tard, sans vouloir, mais c'est quand même essentiellement ça qu'on a vécu depuis 30 ans, le motif de la convergence des luttes pour dire, là, ça va arriver, mais pas tout à fait tout de suite, quoi, et c'est bon. Et voilà, le terme lui-même est devenu vide. C'est pas que l'idée était forcément stupide au départ. C'est que la formule est devenue vide. Elle est devenue signe d'une caricature, de la caricature de quelque chose qu'on n'arrive pas à penser, qu'on n'arrive pas à vouloir même, à vouloir là, quoi. Et tu parles de transversalité. Tu dis comment tu penses ça par rapport à l'intersectionnalité? Alors, transversalité, intersectionnalité, c'est un mot que tu ne reprends pas, que tu ne critiques. Non. C'est un concept que tu ne critiques pas. Non, mais disons que là, pour le coup, alors, il y a plusieurs façons là, de critiquer le concept. Je pense que c'est Norman Najari qui dans un entretien ici, avait fait une critique. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec son manifeste afro-décolonial, etc. Donc, ce n'est pas sous cet angle-là que je... c'est simplement que j'ai l'impression que pour le coup, c'est une manière de dire il y a la pluralité et il faut qu'il y ait des liens, et donc à partir de là, c'est plus intelligent que ça, bien sûr. Il y a des figures particulières qui sont une sorte de figures carrefour qu'il faut penser comme telles. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on reste fédération. Oui, mais qu'on reste à une sorte un niveau un peu empirique et de bricolage qui, à mon avis, n'apporte pas de propositions politiques très très nouvelles. Peut-être je suis injuste, j'ai peut-être pas assez fouillé la question, mais c'est le sentiment que j'en ai eu quand j'ai... On a publié une traduction d'un texte qui était un peu amusant parce qu'il disait un peu totalement le contraire de ce qu'on a l'habitude de dire sur l'intersectionnalité des luttes, etc. Dans des conditions... Bon, bref. Quel texte ? Le texte sur What is Wokeness, qu'est-ce que la wokeness de Émilie Carrière. Parce qu'à un moment donné du texte, elle dit, mais en fait, l'origine de la question d'une politique intersectionnelle, c'est les luttes des femmes afro-américaines, donc noires,
pauvres généralement, qui ne pouvaient pas se subjectiver et se donner une identité politique cohérente, et à la fois cohérente en termes d'identité et à la fois cohérente en termes de stratégie, parce que soit elles étaient une femme et du coup pour se battre il faut s'allier avec les femmes et donc les femmes blanches, soit elles sont noires et donc du coup elles sont, en tant que noires elles doivent se battre aussi contre les femmes blanches soit elles sont femmes donc elles se battent contre les hommes y compris les hommes noirs, soit elles sont noires et donc elles se battent contre les blancs et elles s'allient avec les hommes noirs. Donc en fait il y a une espèce d'incohérence pour elles et du coup ce que disait Émilie Carrère, c'est l'intersectionnalité, c'est pas du tout on va faire plein de micro-identités, genre l'identité la plus fine, la plus tellement différente que ce sera ma petite identité différence. Elle dit, c'est que on est obligé de se politiser à partir d'une différence qui elle-même n'est pas identifiable. C'est-à-dire, si je veux agir en tant que femme noire, ça n'a pas de cohérence stratégique, donc en fait, être femme noire, c'est une différence pure. On peut pas en revenir à une identité et après on lutte stratégiquement en composant, en s'alliant, en faisant un front qui doit trouver un autre angle pour pouvoir s'unifier et s'unir. Et donc je sais pas si c'est juste ce que dit ce texte, mais en revanche je trouvais que c'était intéressant de se dire en fait on a tendance à spontanément voir l'intersectionnalité comme quelque chose qui reproduirait des identités au fond, qui de lutte, mais extrêmement fines. Là. Alors qu'en fait, non, c'est dire on peut pas se battre depuis une identité, on se bat que depuis une différence, puisque stratégiquement, c'est pas possible de se faire sujet révolutionnaire et ensuite de dire là, je suis femme. Et puis je vais battre en tant que femme. Non, parce qu'il y a des femmes blanches elles sont aussi bourgeoises et elles sont aussi... bref. Et donc voilà, en gros, du coup, Oui, tout à fait, ça c'est sûr. C'est une réflexion par exemple très intéressante ça. Mais juste, c'est pour finir, enfin je pense qu'il faut qu'on finisse bientôt. Tu vois, c'est une façon... le souci que j'aurais, outre l'intérêt de l'intérêt de ce que tu dis là comme approche, c'est que au fond, s'il s'agit pas d'alliance, s'il s'agit vraiment d'unité, je suis pas sûr. Bon, enfin, ce qui me semble intéressant, c'est de repartir de la définition du communisme que donne Marx Engels, celle qui est dans le manifeste, celle qu'on comprend à l'envers, au sens où il parle du capitalisme comme appropriation du travail d'autrui, et donc on pourrait dire comme mise au travail d'autrui pour des fins qui ne sont pas du tout... et que, au fond, de redire, plutôt que intersectionnel, alliance, etc., un trait commun, c'est le trait communiste, quoi. Le trait communiste en tant que c'est démanteler toute forme d'appropriation de l'activité, etc., d'autrui à ces fins-là, qui sont des fins mortifères, qui sont des fins morbides, même en termes de désir, quoi, dans lesquelles on est pourtant pris comme la grande machine dont parlait Walter Benjamin dans la religion du capital, une grande machine à laquelle on adhère, et on y adhère notamment par tous les dispositifs de contrainte ou tous les dispositifs sournois qui nous mettent au travail, quoi, et nous y collent. Et donc, j'ai l'impression que le point d'unité sera... Avec l'intérêt que ça a ces réflexions-là, le point d'unité, il ne va pas être dit par des intersections et des alliances, il va être dit par le fait d'assumer cette perspective commune, quoi. Donc ce point d'attaque commun, là. Cette condition commune à partir de là aussi. Voilà. Donc, faut dire communiste. Je crois que finalement, c'est plus simple, quoi, finalement.